BFM Business présente la grande interview. Allez, 18h13 sur BFM Business, et donc le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger, Franck Riester, qui est avec nous. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors c'est le petit cocorico du jour, il en faut. Et c'est tant mieux, la France est donc restée pour la 5e année d'affilée le pays d'Europe qui a accueilli le plus d'investissements étrangers directs. 1194 projets l'an dernier. Bon, nos amis anglais et allemands étaient loin derrière, c'est pas vraiment une surprise, monsieur le ministre, quand même. C'est bon, c'est bon à prendre, mais c'est pas une surprise, mais c'est une confirmation. Oui. C'est un beau résultat, on est vraiment heureux parce que c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une politique, c'est pas tombé du ciel. C'est la 5e fois qu'effectivement la France est le pays en Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers sur son sol. Ouais. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que c'est à la fois sur l'industrie, et on sait à quel point la France avait du retard, et c'est sur tout ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement. Oui. Sur l'industrie, je vais vous donner un chiffre, ou plusieurs chiffres d'ailleurs, qui sont absolument frappants. En 2023, la France a accueilli 3 fois plus d'investissements dans l'industrie que la Grande-Bretagne, 6 fois plus que l'Allemagne, 9 fois plus que l'Italie. Ça montre à quel point quand des investisseurs étrangers se disent comment je vais investir mon outil industriel en Europe, ils choisissent très largement la France plutôt que les autres pays du continent européen. Et ça, c'est le fruit de cette politique pro-business, favorable à l'écosystème économique qu'a voulu depuis 2017 le président de la République. Alors, ça avait commencé un petit peu. J'allais poser la question, est-ce que vous faites que vous rendez à François Hollande ce qui est d'avoir commencé à en gros, ça fait une dizaine d'années que la France se tourne vers une politique de l'offre. Oui. C'est vrai qu'il y a eu le CICE, c'est vrai qu'il y a le Welcome qui allait dans le bon sens. Oui. Et depuis 2017, le président de la République a accéléré avec la baisse de la fiscalité. Je rappelle quand même, parce que les chefs d'entreprise ou les salariés dans les entreprises qui nous écoutent savent que depuis 2017, on était à 33% d'IS, l'impôt sur les sociétés, on est maintenant à 25%. Oui. Donc quand une entreprise gagne de l'argent... On descend dans la moyenne européenne, on ne fait oui, dans la moyenne européenne. Mais c'est 8 points d'écart, c'est autant d'argent qui peut être mobilisé pour investir pour l'avenir, pour investir dans la formation, pour investir dans la recherche et l'innovation. Monsieur le ministre, on reste leader avec quand même 5% de projets en moins. Bon, les Allemands sont à moins 12, la moyenne européenne c'est moins 4. Est-ce que ça veut dire, entre autres, que cette dynamique, elle est un petit peu enrayée par ce qui se passe du côté des États-Unis avec l'IRA de Joe Biden? Est-ce que ça ne veut pas dire que l'Europe va devoir de nouveau apprendre à se montrer encore plus attractif finalement? Oui, vous avez raison de dire que l'attractivité de la France passe aussi par l'attractivité de l'Europe. Et qu'une partie de notre activité repose sur la capacité de l'Europe à répondre à la concurrence dans la compétition mondiale avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Turquie, avec un certain nombre de pays. Avec des pays comme la Pologne, la Serbie, de nouveaux entrants. Qui sont très offensifs. Et donc, il faut effectivement avoir une politique européenne à la fois de soutien d'investissement. On voit bien que les États-Unis mettent beaucoup d'argent dans le soutien à l'investissement, notamment pour la décarbonation. Nous, il faut qu'on commence à le faire en Europe, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'a annoncé, c'est ce qu'a dit le président de la République dans son discours de la Sorbonne 2, notamment. Il faut qu'on soit beaucoup plus offensif de ce point de vue-là. Il faut qu'on travaille au financement des entreprises. D'où l'Union des marchés financiers, d'où cette proposition de loi, ce texte qui est en discussion au Parlement, la PPL dite Holroyd, qui vise à faciliter l'investissement dans les entreprises en France. Et puis, c'est notre capacité à mieux nous protéger face à des concurrences déloyales, plus de réciprocité par rapport à des pays dans le monde qui ne font pas de réciprocité, par exemple sur l'ouverture des marchés publics, plus de concurrence loyale. Est-ce que vous avez un pays à citer en particulier là? On sait bien, il y a notamment la Chine, mais pas seulement la Chine. Mais c'est vrai que la Chine est un de ceux-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très important. C'est la première fois depuis des années que l'Europe lance une enquête pour la Chine d'ouverture de marchés publics sur le secteur des dispositifs médicaux. Oui. Nous ouvrons nos marchés publics à tous les pays du monde, la Chine non. Eh bien, on dit aux Chinois, si vous n'ouvrez pas vos marchés publics à nos entreprises en matière de dispositifs médicaux, de matériels médicaux, eh bien, vos entreprises, peut-être, on verra ce que sera la décision de l'Union européenne, peut-être seront amenées à être pénalisées. Vous pensez que le président de la République en parlera au président chinois Xi Jinping à partir de lundi prochain? La Chine est un
la Chine est un grand pays et on veut continuer de travailler avec la Chine. On a nos entreprises qui exportent, on a nos entreprises qui ont investi en Chine. C'est un grand partenaire. On a envie de travailler avec la Chine, de travailler en Chine et d'exporter vers la Chine. Mais il faut que ça soit plus équilibré. Aujourd'hui, on a un déficit commercial très important avec la Chine et on dit ça aux Chinois. Il faut que ça soit plus équilibré et il faut que ça soit plus équitable. C'est-à-dire qu'il y ait de la réciprocité, notamment dans l'ouverture des marchés publics. Et il faut qu'il n'y ait pas de pratiques distorsives, c'est-à-dire par exemple des subventions qui viendraient fausser le marché. Il y a une pression forte sur vos épaules pour que la France, alors qui est leader, qui est première, reste leader. D'ailleurs, EY pose vraiment la question, attractive un jour, attractive toujours. La majorité des investisseurs semblent considérer que la France va rester attractive et va être encore plus attractive. Autrement dit, qu'elle va faire les réformes. Qu'est-ce que vous allez donner de plus aux investisseurs et aux patrons étrangers pour les faire venir dans les prochaines années finalement? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors, vous avez dit beaucoup de choses justes. C'est-à-dire, vous avez dit d'abord... il va falloir délivrer, c'est ça qu'il faut dire finalement. Exactement, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire que l'attractivité, c'est quelque chose qui est un sujet sur lequel il faut se mobiliser et investir en permanence. Parce que nos compétiteurs ne nous regardent pas en chien de faïence et eux aussi se bougent. Et donc il faut en permanence aller de l'avant. Je vous pose la question parce que vous l'avez mentionné, il y a encore des freins à l'investissement en France notables dans ce que nous dit l'étude EY aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut écouter ce que nous disent les investisseurs sur les choses sur lesquelles il faut qu'on continue d'améliorer notre attractivité. Il y a notamment, ils nous disent, et ça c'est important, de ne pas changer de politique. Et quand je vois, notamment là, on voit bien dans les discussions qu'il y a actuellement avec la campagne des européennes, certains qui veulent nous replier sur nous-mêmes, qui veulent qu'on augmente les impôts des entreprises. Ben nous, on changera. On dit une chose claire, on ne changera pas de stratégie. On va garder une stratégie de politique de l'offre, une politique qui vise à maintenir la fiscalité des entreprises, à accompagner notre outil économique. Et donc, on ne va pas changer de stratégie. Et ça, c'est ce que veulent entendre les investisseurs. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on aille plus loin, notamment sur deux sujets. Un, la question de la simplification administrative. Et vous avez vu qu'a été annoncé par le Premier ministre, par le ministre de l'économie et des finances, à la demande du Président de la République, un plan de simplification ambitieux de toutes les contraintes administratives des entreprises. Et ça, c'est absolument clé. Et on veut qu'il y ait des résultats concrets et que ça se voit. Et moi, je verrais, de mon point de vue, en tant que ministre du Commerce extérieur, aussi ma part à faire pour simplifier la vie des exportateurs. Et puis, le deuxième sujet... C'est un travail de longue haleine, ça, monsieur le ministre. Hein, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça, oui. Et puis le deuxième... Oui, mais on a des résultats concrets. Il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, deuxièmement, c'est le fait de pouvoir faciliter les nouveaux investissements, ce qu'on appelle les investissements greenfield en bon français. C'est-à-dire un terrain nu, en combien de temps on arrive à construire. Et là, il y a eu des progrès de fait, mais pas suffisants. Il y a eu des progrès de fait grâce à la loi Industrie verte. Il y a eu des progrès de fait grâce à ces terrains clés en main proposés par Territoire d'Industrie. Mais il faut aller encore plus vite, encore plus rapide, pour qu'un investisseur qui décide de créer une usine en France puisse le faire très rapidement. Or, aujourd'hui, on a des contraintes administratives qui sont beaucoup trop lourdes. Et ça, c'est ce que nous disent les investisseurs. Vous êtes trop long en France pour construire une usine from scratch. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un sujet coût du travail? Parce que c'est aussi l'un des enseignements de cette étude qui dit, voilà, quand il y a un projet d'investissement en France, ça crée en moyenne, je parle bien en moyenne, 35 emplois. C'est 49 en Allemagne et 61 au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a un sujet coût du travail aussi? Alors, il y a toujours un sujet. Il faut toujours regarder la question du coût du travail. Mais dans ces chiffres, c'est parce qu'aussi on a plus de projets. Et on n'a pas moins de gros projets que les Britanniques ou les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de projets d'investissement étrangers de plus de 150 salariés en France par rapport à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Il y a simplement plus de petits projets. Et notamment plus de projets d'extension ou de renouvellement ou de modernisation des installations d'ores et déjà présentes sur notre sol. Pour moi, ce n'est pas négatif. Parce que ça veut dire que les investisseurs qui ont fait le choix de la France continuent de faire le choix de la France. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits du choix qu'ils ont fait. Mais on a plus de mal, cela dit, c'est aussi ce que dit l'étude, à faire venir de nouveaux entrants. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais sur les terrains. Il y a plus de projets d'extension que de nous. Oui, mais c'est ce que je vous disais sur les. Oui, mais vous parliez des emplois. Sur les emplois, quand on regarde les projets, il n'y a pas un frein coût du travail en France, parce que quand on regarde précisément les gros projets créateurs d'emplois, ils sont aussi nombreux en France qu'en Grande-Bretagne et qu'en Allemagne. Simplement, on a plus de petits projets. En revanche, c'est vrai que quand un investisseur veut créer une nouvelle usine, là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas une question de coût du travail, c'est une question de complexité à créer cet nouvel investissement. Et donc, on va continuer de travailler là-dessus parce que ça, c'est important pour faciliter
l'accès à les investissements étrangers en la matière. 2-3 minutes encore d'interview avec vous. Une question, est-ce que la France est toujours une terre d'innovation, véritablement? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il faut arrêter ce débat autour de l'efficience du crédit impôt recherche, qui est un débat Alors d'abord, oui, le crédit d'impôt est un des éléments de l'attractivité de notre pays, notamment pour investir dans la recherche et le développement. Donc là-dessus, ça c'est un atout majeur et il faut pas, encore une fois, vous savez comme moi l'étendue des rapports qui ont circulé sur le sujet. Mais bien sûr, mais comme je vous le disais tout à l'heure sur la politique vis-à-vis de la fiscalité ou de l'accompagnement des entreprises, on ne va pas changer quelque chose qui marche. En revanche, on peut toujours améliorer les dispositifs. Toutes les entreprises en permanence sont en train de revoir leur process de fabrication, leur process de marketing, de commercialisation. Il n'y a pas de raison qu'on ne revoie pas en permanence aussi ce crédit d'impôt recherche pour, à argent public égal, il soit encore plus efficace. Et deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter au crédit d'impôt recherche. Il faut aller toujours plus loin. Vous savez qu'on a France 2030, c'est 54 milliards de soutien aux innovations dans des secteurs clés d'avenir. Eh bien, on continue de le déployer. On en a en gros déployé un peu plus de la moitié. Il faut aller jusqu'au bout. Et on développe un crédit d'impôt vert aussi pour accompagner la décarbonation de notre économie. Et on veut continuer de soutenir les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement en France. Ouais. Et puis il y a tout le travail qu'on fait de recherche, les moyens pour la recherche, et puis les moyens et l'adéquation entre la formation, notamment la formation professionnelle, et les entreprises. Parce qu'il faut qu'on continue d'avoir des talents reconnus dans le monde. Parce que ce qui fait un des éléments très importants d'attractivité en France, c'est l'accès à des compétences nombreuses et de grande qualité. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a en France, et il faut continuer de conforter ça. En guise de conclusion, Monsieur le Ministre, on a souvent dit ces dernières années qu'on était leader peut-être, mais peut-être un petit peu leader par défaut, parce que l'Allemagne se cherchait en quête d'un nouveau modèle, parce que les Anglais étaient toujours affaiblis par le Brexit. Attention, parce qu'on voit que le Royaume-Uni retrouve quelques attraits auprès des investisseurs internationaux. Ils sont toujours au top sur les sièges sociaux, les services financiers. Ça reste un peu the place to be. Dites attention au retour des Anglais, finalement. Attendez, je vous ai dit, nous, on va pas. On n'est pas premier par défaut. Voilà ce que je vous pose. Non, on va pas se reposer sur nos lauriers. Je vous dis, on sait que la concurrence est rude. Mais enfin, ça fait 5 ans qu'on est champion en Europe en matière d'investissement étranger. Les Britanniques, il y a certes une remontée cette année, ouais. En 2023, des investissements. Enfin, quand même, on peut constater que le Brexit, c'était pas une bonne chose pour l'économie britannique. Oui, mais on entend dire dans l'impression que les effets du Brexit sont en train de s'estomper un petit peu quand même. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue, notamment sur les questions de l'attractivité de la place financière de Paris, ne pas lâcher notre effort. Il y a eu des choses très positives. On a pris une avance par rapport aux autres places financières en Europe, mais par rapport à Londres, on peut encore mieux faire. Il y a 6 000 emplois de créés depuis le Brexit, mais il faut aller beaucoup plus loin et on y travaille. Il y a notamment la PPL Holroyd dont je parlais tout à l'heure, mais il faut sûrement réfléchir à encore aller plus loin sur l'attractivité de la place de Paris. Et puis sur les sièges sociaux, il faut expliquer aux entreprises qui ont pour l'instant pas encore complètement compris que pour accéder au marché européen, au marché unique européen, c'est plus facile, plus efficace, plus simple, plus économique de le faire depuis Paris. Il faut qu'on fasse aussi de la pédagogie, c'est de la communication. Vous avez peut-être vu qu'on a lancé en 2023 une grande campagne de communication autour de Choose France, c'est-à-dire Make It Iconic, c'est-à-dire une communication sur la marque France. Il faut aussi qu'on communique mieux sur ce sont les forces de notre pays, et puis aussi que les Français, dans leur ensemble, relaient mieux aussi l'attractivité de la France et la compétitivité de la France. C'est ce qu'on essaye de faire en communiquant sur tout ce qu'est le plan d'action du gouvernement en la matière. Bon, vaste chantier, et puis on en reparlera dans à peine 15 jours. Franck Riester, parce qu'il y aura le fameux sommet de Choose France. Ce sera le 13 mai, lundi, dans 15 jours. Avec encore des annonces d'investissement pour 2024. Ah, il y aura des annonces. Vous nous dites, d'accord. Bien sûr, il y aura des annonces. Qu'est-ce qui va être annoncé? Vous verrez bien. On ne va pas lever le voile sur les annonces qui seront faites pour Choose France, mais oui, il y aura des annonces. Et il y a beaucoup. Et des contrats. Oui, des annonces d'investissement. Et il y aura un certain nombre d'investisseurs du monde entier qui viendront, qui pourront, d'abord on les remerciera de leurs investissements, et puis on leur expliquera, le président notamment, quelle est la ligne de la stratégie politique de la France en matière économique, toujours à vouloir être plus attractif, plus compétitif, investir dans l'avenir, investir dans les compétences, soutenir les entreprises, et c'est comme ça qu'on a des résultats, et on va continuer d'en essayer d'en avoir. Et vous savez quoi, BFM Business, il sera sur place avec le 13 grand plaisir. On pourra commenter tout ça. Merci beaucoup Franck Riester. Merci de passer nous voir, ministre délégué chargé du commerce extérieur avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. 18h27.